bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet de master sur lequel on travaille depuis 1 an et demi, qui s'appelle Fashion Disaster. Vous vous demandez sûrement à quoi correspondent ces nombres. 1100, 18 centimes. En 2013, le drame du Rana Plaza a coûté la vie à plus de 1100 ouvriers et ouvrières du textile. Ces tragédies sont en fait le résultat de l'hyperconcentration des industries de la fast fashion telles que Shein, Zara ou encore H&M. Ces entreprises externalisent leur production à des entrepreneurs locaux dans des conditions de travail inhumaines et pour des salaires dérisoires. C'est ce qui m'emmène à mon second chiffre, 18 centimes. 18 centimes, c'est ce que gagne en moyenne un ou une ouvrière du textile dans la production d'un t-shirt qui sera ensuite vendu 29 € sur le marché. C'est face à ce constat alarmant que notre société de production, Neom Production, a vu le jour. Dans l'idée que nous ne voulons pas vivre dans un monde et dans l'espoir de créer un monde en fait où ces pratiques ne sont plus acceptables. Pour faire ce projet, nous avons Camille Fanucci à la direction artistique, Eric Olchou en chargé de communication marketing et co-réalisateur, Romain de Gléniassi en architecte transmédia, directeur de production et co-réalisateur, et moi-même, Blanche Rollet, chef de projet Disaster, responsable expérience utilisateur et co-réalisatrice. Fashion Disaster est un dispositif transmédia qui fusionne une série de science-fiction dystopique avec une exposition immersive et interactive. Conçu pour sensibiliser, il plonge le public dans une expérience captivante, tout en nous permettant de toucher un public large, allant des connaisseurs aux novices, en cherchant à éveiller les consciences sur les défis de l'industrie de la fast fashion face à l'urgence climatique. Fast fashion, c'est la volonté de proposer un contenu traitant de thématiques environnementales et de justice sociale au sein d'un univers dystopique, artistique et engagé. La raison d'être de Fashion Disaster découle de l'existence même de la fast fashion, une industrie fondée sur la production rapide de vêtements à bas coût et de mauvaise qualité. Surproduction, hyperconsommation, pollution ou encore bafouement des droits sociaux, la fast fashion coche toutes les cases d'une industrie à supprimer au regard de l'urgence climatique. Au sein d'un univers dystopique et totalitaire, nous développons une critique de cette industrie. La série Fashion Disaster pose les fondations de notre univers tout en touchant le plus grand nombre. Cette fiction est poursuivie à travers une exposition artistique et engagée, accompagnée de workshops qui reprennent les grands thèmes du projet, tout en offrant des outils pour transformer ses habitudes et modes de consommation. Notre narration prend place en 2250. La Terre est devenue inhabitable en raison des changements climatiques et force la population à vivre cloisonnée. D'un côté, l'élite vit dans les néomes, sorte de paradis d'hédonisme et de consommation, et le reste de la population dans les Midtowns, de vastes complexes industriels. Le Midtown 3 est dirigé par Zira, une firme multinationale qui fait de la fast fashion. Chaque étage de ce bâtiment représente un maillon de la chaîne de production du vêtement. Nous avons par exemple le niveau 1, l'atelier, qui permet de convertir les tissus en vêtements, ou encore le niveau 0, la boutique, un vrai temple de consommation pour ceux qui vivent dans les néomes, mais également le niveau -2, -3, le cimetière de vêtements, qui est la face cachée de cette industrie meurtrière en termes de coûts de vie humaine et de décharge de vêtements. Mais un univers de science-fiction dystopique, qui est-ce que ça veut bien intéresser? À travers une étude quantitative, nous avons identifié 3 cibles importantes pour la réalisation de notre projet. D'abord, les jeunes, éco-conscients, sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux que nous soulevons, vont trouver dans notre dispositif exactement les valeurs qui ne trouvent pas représentées dans les grands médias. Ainsi, ils formeront le fer de lance de notre communauté. Ensuite, nous avons ceux qui sont toujours sensibilisés aux enjeux environnementaux, mais qui ne n'arrivent pas à passer à l'action, qui consomment encore de la fast fashion, et qui vont trouver à travers Fashion Disaster les moyens et les armes pour pouvoir ne plus les utiliser, ne plus acheter chez H&M ou Zara par exemple. Finalement, notre cible périphérique, les consommateurs de médias de masse, qui ne se sentent pas intéressés par les enjeux environnementaux et sociaux que nous soulevons, mais qui vont regarder Fashion Disaster via sa qualité, et vont ainsi se rendre sensibilisés aux enjeux de la fast fashion. Fashion Disaster, c'est tout d'abord une série d'anticipation
composé de 6 épisodes de 50 minutes, qui en fait un média facilement accessible. Le public s'imprègne de notre univers sans engagement, un moyen pour nous d'inviter le plus grand nombre à la suite. Dans une démarche artistique et engagée, nous comptons faire appel à la CASA 93 pour la conception et la réalisation des costumes de la série. C'est une école de mode, ouverte, gratuite, sans condition de diplôme, implantée en Seine-Saint-Denis, qui forme les jeunes de demain pour une mode durable, solidaire, transparente et humaine. Le scénario de la série se déroule dans l'univers précédemment cité. Nous y suivons les aventures de 7 jeunes téméraires qui vont tenter par tous les moyens de renverser le système de production autoritaire mis en place par Zira, cette multinationale du textile qui règne en maître. Pour vous donner un aperçu de la série, nous avons réalisé un clip vidéo qui est largement inspiré de l'épisode 1 de la série. Vous allez découvrir Jace et Sereya, 2 personnages qui vivent dans l'ascenseur qui fait le lien entre tous les étages. Ils aspirent à s'élever et tous les jours, ils chargent et déchargent des marchandises comme leurs parents et leurs grands-parents avant eux. Mais un jour, à l'étage 1, la porte du sas reste ouverte. Et ces jeunes protagonistes vont s'engouffrer dans cet univers et découvrir une ville qu'ils ne soupçonnaient pas. Trop tard pour faire demi-tour, les agents de Zira ont été prévenus et une course-poursuite effrénée se met en place. Ils vont découvrir Ashley, une jeune femme du clan des teinturiers, qui va leur permettre de se cacher. Le clip a été réalisé par 17e Production, une société de production grenobloise, et la soundtrack a été réalisée par Lorenzo, un artiste qui a inclus des bruits de machines à coudre pour rythmer l'épopée de nos personnages. Monsieur, la production est en masse. Augmentez la cadence et intensifiez la propagande sur l'élévation. Bienvenue chez Zira. Au revoir, à bientôt. Par pitié de nous. Parmi les personnes qui vont découvrir ce dispositif figure notre cœur de cible, dont Diane. Diane qui a 22 ans, qui est une jeune femme qui est dans une école de mode, qui est une jeune femme militante, engagée, et qui aime trouver des inspirations pour ses costumes et ses modèles dans les séries ou dans les films. Elle va entendre parler de Fashion Disaster sur la plateforme de streaming, et puis elle va s'abonner à notre compte Instagram pour suivre le fil de l'actualité. Elle va également se rendre avec ses amis à l'exposition Fashion Disaster grâce à des affiches postées dans les lieux à haute influence. Notre dispositif répond au problème de Diane, la sous-représentation de la mode comme impact dans la crise environnementale. Et notre dispositif répond à cet enjeu en proposant de montrer à la Gen Z de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse s'identifier dans ce dispositif et avec ces thématiques dans la crise environnementale. Dans la conception de notre dispositif transmédia, il était essentiel pour nous d'utiliser l'art comme passerelle entre l'univers dystopique de la série et la réalité. Si la série passe par la fiction, notre message est transmis donc par l'art à travers une exposition qui pourrait avoir lieu au Chaudronnerie situé à Montreuil, donc en Seine-Saint-Denis, ce qui permet d'accentuer l'ancrage local de notre projet, puisque c'est aussi en Seine-Saint-Denis que se situe CASA 93.
Les chaudronneries sont une association, un espace d'action de résidence artistique dédié aux enjeux de transformation économique, écologique et sociale, ce qui nous permet d'ancrer notre message même dans le lieu de notre exposition. L'organisation de l'exposition reprend les salles thématiques de Zera. Elle explore différents aspects de la fast fashion, depuis la production de vêtements textiles jusqu'à la proposition d'alternatives plus durables avec nos workshops. Ce que je vous présente à l'écran, c'est le parcours utilisateur que nous avons imaginé pour l'exposition. Il était important pour nous qu'il soit minutieusement organisé de manière à créer cette impression d'immersion. Et en fait, ce que vous voyez par ici sur ce tableau, c'est le parcours utilisateur qui a pour effet d'illustrer et de représenter le cycle sans fin de la production de vêtements, puisque les visiteurs et les visiteuses entrent d'abord par la salle de l'atelier, puis Zera, Neom, enfin le cimetière de vêtements pour revenir à l'atelier, créant ainsi une espèce de boucle. Ce que vous voyez de ce côté-là, c'est le parcours immersif. J'ai mis des petits sigles pour représenter chaque aspect de l'immersion par salle. On a la première salle qui offre une expérience interactive, une immersion sonore et visuelle, puis la salle 2 qui offre une immersion sonore, visuelle et aussi interactive, puis les salles 3 et 4 qui sont simplement une salle d'immersion visuelle. La bande sonore que vous entendez a aussi été conçue par Saint-Cyr, notre sound designer, et pour l'exposition et transmettre au mieux les inspirations que nous avions pour cette dernière, nous avons conceptualisé en 3D les salles d'exposition 1 et 4. Ce qu'on imagine pour cette salle, c'est des rails automatisés qui circulent en permanence, reprenant les grands thèmes des grandes usines de blanchisserie. Des machines à coudre, automatisées par un système de détecteurs de mouvement, s'animent à l'approche des visiteurs et des visiteuses. On voit aussi pendre des bras de mannequins attachés à des fils en nylon, eux-mêmes accrochés à des mailles, et ce qui est censé représenter le coût humain de cette industrie du textile. Les visiteurs font ensuite leur entrée dans la salle 2, baptisée Zera le magasin. Cette salle est directement inspirée de l'étage 0 de la série. À l'intérieur de cette salle, des mannequins de toute taille et tout genre sont disposés de manière aléatoire dans l'espace. Les visiteurs déambulent à travers cette assemblée, éclairée de néons lumineux à l'instar des grands centres commerciaux. L'installation que vous pouvez voir à ma gauche est celle de Timur Sinkin, un artiste qui met en évidence les tensions de nos sociétés modernes entre artificiel, naturel et numérique. La salle 2 est une réinterprétation artistique des pratiques commerciales et marketing des grandes marques de la fast fashion. La salle 3, elle, illustre la rencontre entre naturel et artificiel qui a été introduite précédemment, à travers deux visions contrastées. La première vision est celle de Paola Eulargui Escalona, qui est une créatrice de mode mais aussi biologiste, qui a réussi à faire pousser du gazon sur des vêtements afin d'illustrer le devoir de retourner à quelque chose de plus organique et la reprise de la nature sur le synthétisme. Ensuite, nous avons les installations de Shona F, qui est une artiste pluridisciplinaire, set designeuse mais aussi productrice, et qui offre une représentation féerique et surréaliste d'une forêt à travers des cordes, des cristaux et des jutes tissés. Cette représentation, elle expose ces deux approches et visions à la croisée entre l'imaginaire et le réel. Non recyclés, les vêtements textiles sont entreposés dans des déserts de vêtements. Et le désert de vêtements affiché à l'écran est celui d'Akatama, au Chili. Aujourd'hui, 39 000 tonnes de vêtements sont entreposés dans ce désert et cette montagne de vêtements s'alimente chaque jour à hauteur de 160 tonnes de vêtements qui arrivent en provenance de l'Europe. L'objectif de cette salle était en fait, en réalité, d'offrir un témoignage visuel de cette catastrophe écologique. On voit ici du sable dispersé dans la salle et des vêtements constitués en forme de montagne dans une atmosphère presque post-apocalyptique qui donc vient dénoncer en fait cette pratique de la surproduction. Cette salle a aussi été conçue par nos soins en 3D. Parmi les cibles qui vont être intéressées par cette exposition figure Arthur, qui a 32 ans et qui est comptable. Il vit à Paris et il va entendre parler pareil de la série Fashion Disaster et se rendre à l'exposition avec l'espoir de changer ses habitudes puisque
Même s'il essaye de consommer local et de faire le tri de ses déchets, au niveau de la mode, passer le pas vers de la slow fashion est beaucoup plus difficile pour lui. Un vrai casse-tête par manque de temps et pour le côté pratique, il consomme de la fast fashion. Notre cible notre dispositif répond aux besoins de notre cible qui est d'avoir de nouveaux référentiels dans la mode et dans ses pratiques. Et on vient justement, à travers nos workshops et à travers des ateliers, répondre à ce besoin en lui apportant de nouveaux référentiels. À propos de ces workshops, ils font partie intégrante de l'exposition. Ils viennent renforcer l'engagement du public et son implication en lui offrant également des outils pour transformer ses modes de consommation. Découverte de modes de création par la pratique, sensibilisation aux défis de l'industrie de la mode, ou encore présentation de nouveaux moyens de production responsables et durables. Ces ateliers incitent nos cibles à devenir actrices du changement. Pour leur production, Refashion s'est imposé comme un partenaire idéal et adapté à notre projet. Refashion, c'est l'éco-organisme de la filière textile et habillement agréé par les pouvoirs publics. Sa mission, c'est de fédérer tous les acteurs du milieu pour une éco-conception, une réutilisation et un recyclage des matériaux utilisés. Tout ça en optimisant la gestion des ressources et notamment celle des déchets. Aux côtés de Refashion, nous comptons également inviter pour l'animation de ces ateliers certains créateurs engagés comme Sarah Mo, une spécialiste du surcyclage ou upcycling en anglais. Également, certains étudiants de la CASA 93 pourraient venir présenter leur travail. Afin d'avoir le meilleur effet possible, nous avons mis en place plusieurs leviers de communication pour pouvoir toucher le plus grand public possible. D'abord, nous allons faire appel à du marketing d'influence dans les domaines de fashion disaster, c'est-à-dire la science-fiction et la mode. Pour la science-fiction, nous avons fait le choix de seulement faire appel à des créateurs de contenu qui ont déjà montré leurs valeurs, qui ont déjà montré des valeurs similaires à fashion disaster par rapport à l'environnement ou à la société. Corbin 7020, par exemple, qui a déjà fait le rapprochement entre la science-fiction et la mode, ou Epoch Philosophie, qui fait de nombreuses vidéos expliquant les menaces et enjeux soulignés par les séries de fast fashion dans notre société actuelle. De science-fiction, désolé, séries de science-fiction dans notre société actuelle. Faire du marketing d'influence, oui, mais pas n'importe comment. C'est pour ça qu'on pensait faire appel à Caillou comme une créatrice de contenu qui promeut au sein de sa communauté les pratiques de l'upcycling et l'achat de seconde main. C'est un moyen pour nous de toucher un public qui est déjà sensibilisé à ces questions et qui correspond plus ou moins à notre cœur de cible. Caillou, elle pourrait être invitée dans l'avant-première de nos séries, mais aussi au vernissage de l'exposition. Un moyen pour nous d'avoir vraiment une continuité sur les influenceurs et les créateurs de contenu auxquels on pourrait faire appel. Pour une stratégie de communication qui communique autour de l'univers, mais plus d'un aspect esthétique, on avait pensé à créer des filtres Instagram qui reprennent le maquillage emblématique des protagonistes de la série. On avait aussi pensé à faire des filtres qui renvoient à l'univers de science-fiction de Fashion Disaster. Pour les gens moins branchés sur les réseaux sociaux, nous avons aussi mis en place des stratégies de communication, comme la production de 7 trailers de 2 minutes qui montreraient la vie quotidienne des personnages avant la série. Nous avons ici par exemple un exemple du trailer business qui montrerait la vie du créateur, le patron de Zira, avant l'échappatoire de J.C. Sarai. Finalement, pour l'exposition, nous avons mis en place des affiches papier dans des lieux à haute valeur afin de renforcer notre ancrage local. Au niveau du calendrier transmédia, nous souhaitons à partir de septembre 2025, une fois que les financements de la série ont été trouvés, le début de la production de la série, qui sortirait en mars 2026, avec une communication de l'univers en filigrane et une communication de la série qui commencerait 2 mois avant. Si cette série fonctionne, nous commencerions en mai 2026 à rechercher des financements pour une saison 2, mais aussi pour l'exposition immersive, avec un lancement de la production de la saison 2 en janvier 2027 et une sortie de la saison 2 en décembre 2027, avec le début de l'exposition en novembre, avec une continuité dans la communication de l'univers et au préalable une communication sur l'exposition. En fait, on aurait le dernier jour de l'exposition qui durerait 1 mois, un vernissage de clôture qui permettrait de diffuser notre premier épisode de la saison 2 de notre série.
Pour créer cette exposition, nous comptons faire appel à de nombreux partenaires. La CASA 93 et les chaudonneries précédemment citées sont implémentées en Seine-Saint-Denis, ce qui nous permet, comme l'a dit Blanche, d'ancrer localement notre discours, mais aussi politiquement. Montreuil, ville culturelle, est engagée pour la justice sociale et l'écologie. De plus, sa proximité avec Paris, ville de la mode, en fait une localisation idéale pour l'exposition. Artisan d'idées, que vous pouvez voir là-haut, est un studio de création d'expériences culturelles spécialisé dans le numérique, le multimédia et l'audiovisuel. Ils ont l'habitude de travailler sur des projets avec les institutions culturelles et les musées. ReFashion, comme je l'ai présenté tout à l'heure, de par sa nature et ses engagements, nous permet de donner une approche globale à nos ateliers, en s'adressant à la fois aux particuliers ou aux entreprises, ce qui nous permet d'interroger le système actuel économique et de proposer en fait des éléments de compréhension, des outils pour transformer ces modes de consommation et en faire des applications concrètes et tangibles au sein de sa vie quotidienne. Quant à la série, nous avons décidé de la coproduire avec Wild West et Netflix. Wild West est un studio de production français qui a pour mission de favoriser les films de genre et les séries de science-fiction. Ainsi, notre projet rentre confortablement dans leur mission. Finalement, Netflix s'est démarqué avec son envie de financer des projets innovants comme Bandersnatch ou transmédia comme Cyberpunk. Fashion Disaster, c'est un projet ambitieux qui nécessite d'importants financements. La constitution en Neom Production, une société de production, nous permettrait de coproduire la série, mais également l'exposition. Nous ferions également appel à des partenaires financiers, comme Netflix ou les Sofica, qui sont des sociétés de financement et d'investissement du cinéma et de l'audiovisuel. Enfin, Fashion Disaster serait également un projet subventionné par les pouvoirs publics. Nous comptons faire appel à la fois à des subventions nationales, telles que celle du CNC avec son fonds de soutien à la production audiovisuelle, ou alors les aides ponctuelles à la communication, l'animation et la sensibilisation en faveur de l'écologie de l'Agence de la transition écologique. Nous comptons également faire appel à des subventions régionales. En effet, notre projet s'ancre localement, donc la région Île-de-France s'avère être un partenaire important. Elle pourrait soutenir à la fois la série avec son propre fonds de soutien à la production audiovisuelle, mais également l'exposition avec son aide aux créations d'art plastique et d'exposition. Vous pouvez voir ici la répartition de notre budget. On constate que 71% de nos ressources sont liées à la production, par exemple les droits d'auteur, les recettes directes, etc. 26%, eux, sont les subventions publiques, 3% restants sont diverses aides et variées. On constate que sur un budget de plus d'1,6 million, la série représente 1,3 million, la majorité de notre budget. C'est notre média central, le média qui va demander le plus d'implication de notre part, le plus de travail. C'est donc par lui que nous commencerons la production de Fashion Disaster. J'aimerais rajouter quelque chose. Vous avez pu voir... Ah non, pardon. Au niveau du plan d'action, nous sommes heureux de vous dire que nous avons terminé la phase 1, qui était la recherche de crowdfunding, où nous avons pu récolter 700 € pour la production de notre clip vidéo. Et nous nous trouvons actuellement dans la phase 2, qui est celle où vous pouvez intervenir et, si vous le souhaitez, investir dans notre projet pour pouvoir créer et produire le pilote 1 de notre premier épisode et pouvoir le présenter à des festivals pour trouver des coproducteurs. J'aimerais ajouter que, en fait, dans cette phase 1, nous avons réussi à récolter 700 € pour la production de notre clip. C'est donc une preuve qu'on a réussi à convaincre du monde dans un laps de temps assez court du bien fondé de notre projet. La phase 3, quant à elle, est la recherche de financement pour la production de la série en entière. La phase 4 serait la production de la série, et si elle est un succès, nous pourrions enclencher la phase 5, la recherche de financement et la réalisation de l'exposition, et pourquoi pas une saison 2. La phase 6, elle, est l'objectif à long terme de Fashion Disaster. Changer les habitudes. Et pourquoi pas rêver et imaginer une itinérance de l'exposition qui nous permettrait de délocaliser le projet et d'atteindre un public encore plus large. Si ce projet nous tient à cœur, c'est parce qu'il repose sur une conviction profonde, celle que le changement est possible. Nous avons conscience que ce changement peut être lent, mais nous avons confiance en sa durabilité et son impact. Nous ne proposons pas seulement un regard sur l'état de la mode contemporaine, mais une invitation à participer activement à sa transformation. Si aujourd'hui Fashion Disaster
s'ancre à la fois dans un univers dystopique et dans la réalité, c'est parce que la dystopie est une passerelle et un moyen pour nous de dépasser les frontières socio-économiques qui souvent fondent les espaces culturels. Et c'est en partant de ce constat et par l'envie de proposer un moyen d'action aux consommateurs et à notre public que Fashion Disaster a vu le jour. Les workshops ne sont pas simplement des ateliers pédagogiques, mais une vraie invitation à participer activement à ce changement. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, comme on vous l'a présenté, 17e production ou Saint-Cyr. Et encore les élèves de cette classe qui ont participé. En tant qu'acteurs et actrices sur le clip, mais également Morgane qui nous suit depuis plus d'1 an et demi, qui a été là dans les moments d'hésitation. Et enfin un petit mot pour mon équipe, Camille, Eric et Blanche. Merci pour ces 1 an et demi d'implication et de travail acharné. Merci Romain. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Voilà. Vous avez gagné 4 minutes sur votre présentation. On a donc 15 minutes d'échange avec vous. Donc, qui a envie de se lancer? Si personne se lance, je vais me lancer. Je suis très curieux, donc ouais, j'ai envie de me lancer. Non, bah déjà tout d'abord, bravo à vous. Moi j'ai été... Attendez. Ah oui, ça va. Oui, du coup, tout d'abord, bravo à vous. Le projet est hyper intéressant, hyper actuel dans les thématiques qu'on a aujourd'hui, donc vraiment bravo à vous. J'aurais quelques questions avant de passer au retour plus en détail. Tout d'abord, sur la partie exposition, je la trouve très intéressante, mais j'ai encore un peu du mal à voir le côté transmédia, donc j'aimerais juste savoir jusqu'où vous voulez pousser le côté transmédia. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec la web-série? Est-ce que c'est des choses qui sont visuellement marquées dans votre exposition pour que le spectateur puisse le voir? Ou est-ce que c'est quelque chose de très discret qui apparaît plutôt au second plan? Alors ça c'est quelque chose que, vous faites bien de le soulever parce que j'ai oublié de le mentionner, mais en fait la salle 3 de l'exposition elle correspond au cimetière de vêtements qui n'a jamais été dévoilé, la salle 4, qui n'a jamais été dévoilé à l'écran pendant la série, mais qui est suggéré à différents épisodes de la saison 1. Donc ce cimetière qui est en fait un lieu interdit où nos protagonistes n'ont jamais eu accès mais soupçonnent quelque chose de toxique et dangereux, en fait ce serait ce cimetière de vêtements où on imagine que sont aussi entreposés les corps des opposants au régime. Donc ce serait une manière pour nous de faire cette passerelle entre le média principal qui compose la série mais aussi l'exposition. Et ensuite, on a différents aspects dans la salle 2, par exemple, qui est Zira, le magasin, où on a des filtres, des écrans LED qui pourraient projeter sur les visiteurs et les visiteuses des collections imaginées de Zira. Qui seront disponibles dans la série en fait à travers C'est une espèce de modélisation du coup des costumes de la série pour ensuite qu'ils puissent être projetés sur. Et après sur... Ensuite, on a aussi du coup la salle 2 qui est Néome et qui dans la série est un lieu d'hédonisme et d'abondance et donc qui esthétiquement renvoie à l'univers de la série puisqu'on a cette idée que Néome, vu qu'on est dans une époque post-apocalyptique, tout ce qui apparaît à l'écran dans les néomes, c'est artificiel, mais ça ressemble à du naturel. Du coup, cette salle, elle remet un petit peu en contexte et parle à nouveau de ce rapport entre artificiel et superficiel aujourd'hui, notamment avec l'avènement de la technologie. C'est des choses qui reviennent un petit peu au goût du jour. Ok. Oui, du coup, j'ai oublié de me présenter. Du coup, Nicolas Roland, je suis enseignant du coup à Sciences Po en game design, mais aussi à Brassard, et puis je suis aussi freelance en game design. Voilà. Du coup, j'avais super, merci pour la réponse. Et deuxième petite question, et après je laisse la parole à mon collègue. C'est sur le côté engagement de la série. Vous avez dit que vous vouliez quelque chose sans engagement. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus? Oui, ça doit être la formule que j'ai employée qui n'est pas la bonne. En fait, le public n'a pas besoin d'être très impliqué pour regarder une série. On ne lui demande pas de venir pratiquer quelque chose. C'était dans ce sens-là que j'ai voulu signifier que le public s'imprègne de l'univers en regardant la série, mais il est passif.
On ne demande rien du On lui demande pas de passer à l'action pour regarder la série. C'était dans ce sens-là, c'était la formule qui était mauvaise. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc oui, non, dernière chose, encore une fois, bravo à vous. Moi, je trouve la série hyper pertinente, je trouve l'exposition hyper intéressante. Alors, il y aurait des petites choses à revoir peut-être sur le parcours, je le trouve intéressant, mais j'ai un peu peur qu'on divague un petit peu et qu'on n'aille pas dans les bonnes salles. Après, c'est un petit travail, c'est un petit affinement, il n'y a pas grand-chose. Donc ouais, moi vraiment, je suis très intrigué sur cet univers. J'ai vraiment envie de le voir en exposition, avec peut-être des entrées de salles qui sont en forme d'ascenseur, pour faire ces transitions-là, des expositions sur les murs pour faire ressentir le fait qu'on est dans une décharge et pas juste une salle avec un petit désert avec quelques vêtements, mais vraiment être dans l'immersion, parce que c'est ça qui va faire que j'ai envie d'en voir plus, et donc j'ai envie de voir la série, et j'ai envie d'aller du coup dans le workshop. Donc oui, hyper pertinent, donc vraiment, encore une fois, bravo à vous, et puis je laisse la parole à mes collègues. Ouais, allez, présente. Commencez par vous présenter. Bonjour, moi c'est Alexia Pierre, je suis commissaire d'exposition et je travaille à la programmation artistique au magasin. Et félicitations également, parce que c'est un projet très intéressant et très bien pensé en tout cas. Et moi j'avais, pour poursuivre évidemment sur l'exposition, vous en doutez, c'était plus aussi pour... donc j'ai bien compris en tout cas le caractère immersif de l'exposition, mais j'avais une question sur le caractère... Enfin voilà, comment vous pensiez un petit peu la production, parce qu'il est évident que tout le projet est ancré dans une question de durabilité, intérêt pour vraiment l'écologie et changer le monde de la mode. Mais pour juste développer, si vous aviez un petit peu réfléchi à comment produire l'exposition de manière durable, soutenable, écologique, parce que il y a évidemment des impacts aussi dans cet univers-là. Donc voilà, c'était un élément que vous aviez creusé. En ce qui concerne les installations d'exposition, on y avait un petit peu réfléchi. On s'était dit que dans la mesure du possible, on souhaiterait utiliser des matériaux qui sont recyclés ou recyclables. En ce qui concerne par exemple les machines à coudre, on pourrait utiliser un système de dons ou d'appel à dons justement pour construire cette exposition. Pareil pour les mannequins, des mannequins qui ont été abandonnés, laissés en décharge. En fait, on va essayer au maximum de faire en sorte que cette exposition, elle s'inscrivent dans nos valeurs, voilà. Les valeurs qu'on défend. C'est aussi quelque chose qui se rejoint dans le cimetière de vêtements, parce que ça a été mentionné, on en a vaguement parlé entre nous, mais on n'en a pas reparlé à nouveau, mais on s'était dit que potentiellement faire un partenariat avec aussi Emmaüs pour justement qu'ils viennent à la rencontre du public et parler justement de ce qui, eux, les touche dans le projet du textile, etc. Notamment avec l'avènement de plateformes telles que Vinted et Vestiaire Collectif, on voit qu'il y a beaucoup moins de dons. Donc aborder ces questions-là aussi, justement les solliciter sur les vêtements qu'on ne peut plus vendre aujourd'hui, que ce soit en boutique ou dans les espaces dédiés tels que Emmaüs, pouvoir leur offrir leur petit espace ici. Bonjour. Donc moi je suis Marion Moult et je travaille avec Alexia au magasin Knack. Je suis chargée des publics et de projets au magasin. Donc merci beaucoup déjà pour votre présentation, pour la découverte de ce projet très intéressant qui soulève pas mal de questions. Je rejoins donc les autres membres du jury sur la partie donc, plus exposition et sur les dimensions immersives que vous souhaitez mettre en avant dans l'exposition. Si j'ai bien compris, il y a une part de l'exposition où il y aurait donc des artistes invités et d'autres parties qui seraient plutôt pensées par vous, l'équipe du projet. Donc effectivement, sur cette partie peut-être pensée par vous et la dimension immersive, peut-être y aller de manière encore peut-être plus frontale et plus totale. J'ai juste en tête le visuel que vous avez imaginé effectivement avec ce cimetière de vêtements où finalement il y a quelque chose de très classique avec le passage pour le public au centre. Pourquoi un passage? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas directement dans ce champ, dans ce cimetière? Enfin voilà, donc des petites questions, je ne sais pas si... Moi,
Vu que cette salle, aucun de nous deux n'est modélisateur 3D, donc on a appris un petit peu sur le tas pour faire cette exposition et c'était très difficile de mettre en image en fait ce qu'on avait en tête. On avait aussi des systèmes de lumière et de couleurs qui étaient bien précises, mais en fait avec le temps qui nous restait, c'était un peu compliqué d'articuler tout ça. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur l'idée du passage, mais il y avait aussi une inspiration qui a été prise dans le défilé de mode qui a été fait en 3D sur internet par un studio de production qui s'appelle New Format et qui avait fait ça pour Ottolinger, et du coup c'était une espèce de confrontation entre un univers dystopique et en fait ce système d'espace pour marcher qui rappelle du coup les défilés de mode, donc une espèce de contraste et d'opposition entre ces deux. Oui, il y a sûrement plein d'autres manières d'aménager ce cimetière de vêtements et de renforcer l'aspect critique post-apocalyptique, etc. Ça, c'était ce qu'on pouvait vous proposer avec visuellement, voilà, nos compétences. Dans l'imaginaire, on imaginait vraiment quelque chose de très sombre, avec du brouillard, de la fumée noire. On imaginait également, alors l'année dernière on voulait se lancer dans ça, mais ça c'est un peu fait, on imaginait des projections assez sombres de travailleurs avec des bruits qui rappellent du coup notre bande sonore, des bruits saccadés presque électriques de machines qui viennent en fait nous plonger dans un univers dystopique, mais vraiment atroce. On se sent pas bien, on a du rouge et du noir autour de nous, on est vraiment immergé dans ce cimetière. Sauf que oui, avec, comme l'a dit Blanche, avec une modélisation 3D, on a eu du mal à vraiment rendre compte de ça. Et je peux poser une petite question? Non, Alors, il nous reste 4 minutes, mais je vais continuer. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Liliane Tréby, je suis socio-anthropologue, j'enseigne à l'UGA et à Brassard aussi. Je voulais juste revenir sur certains petits points très rapidement. Donc, j'avais comme mon collègue la question du transmédia. Je pense qu'il faut vraiment la travailler, aller beaucoup plus loin là-dedans, peut-être même jouer avec des vêtements des personnes, leur faire regarder leurs étiquettes, avoir vraiment une réflexion aussi sur ce qu'ils consomment. Cette idée aussi parce que vous avez parlé d'une étude quantitative que vous avez réalisée. Oui. Vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus? On a fait un Google Form, un questionnaire, qu'on a envoyé à autant de personnes que possible. Au final, on a eu à peu près entre 100 et 200 réponses. Donc on s'est dit que c'était assez pour faire un échantillon d'études quantitatives. Et en termes d'âge ou de on a eu à peu près tous les âges. Enfin, on était favorisé vers les personnes jeunes de la part de notre... parce que les personnes à qui on a donné le questionnaire en main propre, nos cercles, ils répondaient plus souvent que les personnes auxquelles on envoyait juste un email précédemment. Voilà. Du coup, on a en effet un biais vers les personnes jeunes. Vous pouvez voir les résultats de notre étude quantitative sur la conception pour avoir plus de détails dessus. Okay. Parce qu'en fait, il existe déjà aussi d'autres études. Vous aurez peut-être pu un peu gagner du temps. C'est juste un point, c'est juste parce que voilà, c'est mon côté socio-anthropologue. Juste quelques tout petits points rapides. Bravo pour avoir déjà maillé un petit peu vos partenaires. C'est très très pertinent. Et je pense que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Je pense que dans votre calendrier, vous pourriez vous caler un peu mieux, faire démarrer l'exposition avant, plutôt que d'attendre que la série prenne, parce que vous avez vu que d'ailleurs c'est là-dessus qu'on a tiqué, enfin qu'on a voulu réagir. Peut-être aussi vous allez, puisque vous avez accès sur Paris, voir les calendriers des Fashion Week, parce qu'il y a quand même un public qui est très particulier à Paris pendant les Fashion Week. C'est parfois très fatigant, mais du coup, vous pouvez croiser les communications parce que forcément, il y aura une couverture média de ces Fashion Week, et si vous surfez sur ces communications, ben, vous pouvez aussi rentrer dans cette logique-là et avoir des couvertures de partenaires auxquels vous ne pensez pas. Donc, essayez de caler les calendriers, ça c'est toujours un gain de temps. Et peut-être je ne vais pas revenir sur l'exposition parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Moi je trouve que la modélisation est pas mal pour des personnes qui ne font pas de modélisation.
Effectivement, le côté défilé de mode, je pense que ce qui m'avait plu, moi, dans votre présentation des machines à coudre qui se déclenchent avec capteur, c'est que vous mettez face à des contraintes de réception, c'est-à-dire que vous empêchez le plaisir esthétique, vous n'êtes pas vous empêchez une forme de sérénité qui est quand même appelée plutôt dans les expositions parce que ça crée du bruit et ça recrée aussi le bruit de ces ateliers qui sont tellement loin qu'on ne les imagine pas. Je pense que du coup ce podium aussi devrait être enlevé pour qu'on soit empêché aussi et qu'on soit face à des vêtements et non pas comme une installation extérieure qui est déjà fait et qui est l'objet de choses depuis longtemps. Même à la Biennale à Lyon, il y avait eu des présentations comme ça avec des cintres et des vêtements qui descendaient et montaient. Donc du coup, c'est tant que ça reste une œuvre et que c'est extérieur et que ça ne nous impacte pas dans notre réception, eh bien, vous apportez pas le côté critique. Donc vous pouvez aussi le travailler là-dedans dans le dispositif de scénographie en faisant attention que plus il est précis, moins l'exposition peut être transposable à d'autres lieux. Parce que forcément, il faut l'adapter et ça compte. Donc voilà, mais bravo et j'espère que ça continuera ce projet. On se donne 2 minutes supplémentaires. Je suis désolée d'être obligée de faire un truc à rien du temps. Merci pour mon retour. Oui, comme tous les autres, je vous remercie pour ce travail. Super intéressant, les thématiques pertinentes. Alors je vais faire ma petite remarque relou, mais c'est le désert d'Atacama, pas Atacama. Voilà. J'avais une question sur les influenceurs, sur la SF. Vous avez dit qu'on n'aurait que des influenceurs qui ont déjà montré qu'ils avaient une proximité avec des sujets engagés, etc. J'ai envie de dire pourquoi, parce que comme vous avez en cible secondaire quand même des gens un peu plus mainstream, pourquoi pas aller vers aussi des influenceurs SF plus mainstream? C'est vraiment pour avoir un... On peut après aller chercher des influenceurs plus mainstream, mais d'abord, parce que là on est dans les premières communications autour de l'univers, on a fait le choix de choisir vraiment que des influenceurs engagés. Après ils sont quand même assez mainstream, je crois qu'il y a 760 000 abonnés dans les deux là, entre les deux. Donc c'est pas non plus des trucs très niches. Mais oui, c'est afin de garder tout le côté unique presque de Fashion Insider pour la place. La science-fiction, toucher un public, des influenceurs qui sont des créateurs de contenu, qui sont majoritairement implantés dans le milieu de la SF, c'est pertinent et intéressant, mais au sein de la communauté, c'est aussi intéressant, même si c'est pas spécialisé dans la mode et que les deux se rejoignent pas, ils évoquent au moins les questions écologiques et questions de justice sociale, etc. dans leur portefeuille de vidéos et de contenu. Ça nous permettait de donner un petit peu plus de légitimité au projet, mais aussi de rentrer en fait dans les thématiques de ce qu'ils produisent déjà. Ok. Ouais, ça peut être intéressant après dans un second temps, mais je comprends que le cœur... Et après, j'avais une petite remarque rapide sur les budgets. Une série Netflix, les budgets, c'est plutôt 1 million par épisode. Voilà, je pense. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Je sais qu'on est dans un projet hypothétique, par exemple. Et après, on a posé la question du côté production écologique pour l'expo. Pour la série, vous dites que les costumes, ce sera de la récup, etc. Mais du coup, est-ce que l'ensemble de la production de la série aussi, vous avez pensé à la dimension? Parce qu'en fait, c'est polluant de produire une série. C'est vrai que c'est polluant. Et comment vous avez pensé à ces enjeux? Il y a des associations qui existent en termes de décors et de scénographie qu'on peut récupérer des grandes productions de séries, donc on imaginait pouvoir faire appel à eux et puis ensuite adapter tous les dispositifs pour faire en sorte que ça rentre. Ça pourrait même être dans le cadre de l'exposition, un petit aperçu. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment creusé cette piste, mais évidemment on essaierait au maximum au niveau de la production et de l'organisation des équipes de faire en sorte que ça soit éco-responsable et ça nous tient à cœur. Mais c'est un vrai challenge parce que dans le cinéma, c'est une industrie très un label qui s'appelle EcoProd, vous pourrez regarder ça, qui propose des initiatives pour améliorer les conditions de production. Voilà. Merci.
Donc Pascal Moutet, je suis chef de projet à la Casemate. Merci pour votre présentation, c'est un projet effectivement ambitieux. J'avais juste une petite question sur cette slide justement. On est sur le budget de dépenses en fait, du projet. Et en fait, est-ce que vous avez réfléchi quand même à un modèle qui fasse aussi entrer, qui génère de la recette quoi. C'est-à-dire pour une expo par exemple, je pense que si vous produisez vraiment une expo, je pense que c'est plus cher que ça quoi. À mon avis, voire carrément plus. Mais je voulais savoir effectivement comment est-ce qu'on finance un projet comme ça, culturel, innovant. Est-ce que vous avez réfléchi à cette partie de recette? Parce que là, je vois surtout un budget de dépenses. Du coup, c'est le budget prévisionnel avec du coup les totaux que vous avez vus qui représentent les emplois et aussi les ressources qu'on a. Nous, dans notre master transmédia, on n'a aucune formation, aucun cours qui nous permet d'estimer le budget d'une exposition. Peut-être à l'avenir, ils les auront. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Bien sûr, on a pensé à des recettes. On avait affiché le prix de 12 €. On a pensé à peu près 200 entrées par jour, à peu près. On n'avait aucun moyen d'estimer une influence sur un lieu culturel qui ne soit pas un musée connu. Donc voilà, on s'est dit que 200 personnes, c'était pas si important, et quand même, si la série fonctionnait, on avait quand même la possibilité de toucher un public qui allait se déplacer pour voir notre exposition. Puis aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on avait on a mentionné dans notre présentation comme partenaire Artisan d'idées, du coup qui serait aussi un partenaire de production sur l'exposition, ce qui fait que ça diviserait aussi les charges et les montants de cette exposition, parce qu'ils fournissent par exemple du matériel électronique et du numérique qui sont spécialisés en immersion, etc. Donc ce serait vraiment un partenaire clé dans la réalisation de ce projet. On a aussi pensé, en fait, tout à l'heure, on a réfléchi, il y avait une question qui a été posée sur la recherche du financement de l'exposition. En produisant la première saison de la série, on s'assure, en cas de succès bien sûr, des revenus issus des droits d'auteur, des droits de diffusion, etc., ce qui nous permettrait d'avoir un matelas relativement confortable pour débuter la production de l'exposition. Et bien sûr, oui, nos partenaires seraient des coproducteurs et investiraient avec des apports en fonds. Ok, merci. C'est quand même un très chouette travail. Merci pour tout ça. Et on va enchaîner sur l'équipe suivante.